9h10, on ouvre un autre chapitre. Ce serait pire depuis l'élection d'Emmanuel Macron, fonctionnaire payé à prix d'or, plus de ministres multimillionnaires que jamais, pantouflage, rétro-pantouflage, on va vous expliquer, recasage. Le journaliste de l'Obs, Vincent Jauvert, a enquêté 2 ans, une quarantaine de témoignages inédits sur ces élites, selon ces mots qu'il qualifie aussi de voraces. C'est d'ailleurs, vous le voyez, le nom de son livre. Et Vincent Jauvert est justement notre invité ce soir. Bonsoir à vous. Je vous en prie, bienvenue sur ce plateau. Je vous laisse vous installer. On va évoquer votre travail, mais bien sûr, nous avons lu votre livre et nous allons, si vous le voulez bien, le présenter et le résumer grâce aux indispensables de Fanny Veil. Bonsoir Fanny. Bonsoir Amélie, bonsoir Monsieur Jauvert. Bonsoir. Quelle est donc la thèse de ce livre de Monsieur Jauvert? Eh bien, tout est dans le titre Amélie. Vous nous dites, Vincent Jauvert, que nos élites sont devenues voraces, insatiables, au risque de privilégier leur intérêt personnel par rapport à celui de l'État et du peuple. Vous dites, fascinés par le train de vie toujours plus flamboyant des PDG du CAC 40, encouragés par l'exemple des gouvernants d'aujourd'hui qui ont fait fortune dans le privé, nos élites politico-administratives se sont engagées dans une course effrénée à l'argent. Alors bien sûr, ça n'est pas nouveau, ça existait avant l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir et ça concerne la gauche comme la droite. Vous citez pêle-mêle une myriade de noms, François Baroin, Benoît Paru, Hubert Védrine, Bernard Cazeneuve, Michel Sapin ou encore Fleur Pellerin. Des élus, des personnalités qui cumulent fonctions électives, activités privées, postes dans la fonction publique ou encore des sièges dans des conseils d'administration avec à la clé des jetons de présence parfois très lucratifs. Une pratique qui a irrigué toute la haute fonction publique française. Un exemple parmi d'autres, Pierre Font, l'exemple type du cumulard, du vorace justement, illustre inconnu du grand public dont vous nous expliquez qu'il est administrateur général des finances publiques et depuis 2017, comptable principal chez le constructeur de la fusée Ariane, mais aussi maire LR de Sartrouville, président de la communauté d'agglomération, vice-président du département des Yvelines. Bref, en tout, vous avez fait le calcul, Pierre Font touche près de 400 000 euros bruts par an, ça fait 33 000 euros par mois. Une situation, vous dites, extravagante, car il s'agit d'argent public. Ces allers-retours entre privé et public, vous nous dites, le livre de M. Jauvert nous dit que ça n'a jamais été aussi fréquent que depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Absolument. Amélie, ça porte un nom, le pantouflage. Et ce nom, on le retrouve tout au long de votre livre, Monsieur Jauvert. Ce sont ces allers-retours entre secteur public et secteur privé. C'est devenu, selon vos mots, un sport de masse pratiqué de plus en plus jeune avec son lot d'innombrables conflits d'intérêts. Et ce phénomène a pris une ampleur inédite depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Vous dites, pour la première fois dans l'histoire, les 4 patrons de l'exécutif à l'Élysée et à Matignon sont eux-mêmes des pantoufleurs et des rétro-pantoufleurs. Alors évidemment, Emmanuel Macron, vous le savez, était lui-même banquier d'affaires chez Rothschild avant d'entrer dans la vie publique et à l'Élysée. Édouard Philippe a fait du lobbying pour Areva lorsqu'il était au Conseil d'État. Il a été avocat d'affaires dans un grand cabinet anglo-saxon, mais ce ne sont pas les seuls. Vous citez également Alexis Kohler, secrétaire général de la présidence, et Benoît Ribadeau-Dumas, le directeur de cabinet du Premier ministre. Ce quatuor au sommet de l'État a fait, vous dites, des allers-retours lucratifs entre public et privé, et vous concluez, c'est du jamais vu, ce sont vos mots. Et vous nous dites en plus qu'il donne l'exemple, comment s'étonner, je cite, comment s'étonner alors que dans les 18 mois qui ont suivi l'installation de ces 4 personnalités au pouvoir, pas moins de 40 conseillers ministériels s'inspirant de leur modèle et demandaient à rejoindre le privé. Autre constat, Amélie, il n'y a jamais eu autant de millionnaires dans le gouvernement. L'exemple emblématique, c'est la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, dont vous parlez. Elle a commencé dans le public avant de passer dans le privé, chez Danone, où elle a fini DRH, directrice de ressources humaines, et touchait 1 million d'euros par an. Puis retour dans le public, Muriel Pénicaud enchaîne les fonctions et elle se constitue avec ses diverses activités un patrimoine de 6,5 millions d'euros. Si l'ISF existait encore, vous dites qu'elle devrait payer 50 000 euros par an. Bref, en clair, vous concluez, depuis qu'Emmanuel Macron est président, le gouvernement de la France ne ressemble à aucun autre sous la Ve République. Il n'y a jamais eu autant de grands commis de l'État
devenus millionnaires dans le privé. Merci beaucoup Fanny. Donc on comprend bien, Monsieur Jauvert, le constat que vous faites sur l'évolution pendant le quinquennat, mais comment vous l'expliquez? Comment vous expliquez que derrière Emmanuel Macron, ce gouvernement soit peut-être moteur de ce phénomène? C'est que Emmanuel Macron a choisi son équipe. Il a choisi Édouard Philippe, qui est conseiller d'État. Il l'est toujours. Il n'a pas démissionné de la fonction publique. Il a été avocat d'affaires. Il a été, on le dit peu, hein, il a été avocat d'affaires aussi et lobbyiste. Il a choisi son directeur de cabinet ou son secrétaire général de l'Élysée. On l'a dit. Eux-mêmes ont choisi les gens avec lesquels ils travaillent, qui sont tous des gens qui ont fait des allers-retours dans le privé. Alors, je n'ai absolument rien contre le privé, mais rien du tout. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait dans le privé? Pourquoi les entreprises embauchent ces gens-là? Pas pour leur talent d'entrepreneur, parce que si c'était pour entreprendre et gagner de l'argent en créant de la richesse, ça ne poserait aux Français, je me semble, aucun problème. Mais ils servent à ce que les entreprises rentrent dans l'État. Ils vendent leur carnet d'adresses, ils vendent leur réseau, ils vendent leur connaissance des faiblesses de l'État. Et c'est ça qui est extrêmement gênant. Je m'arrête un temps encore sur le quinquennat, puisque c'est un postulat important de votre livre, de dire que ça s'est aggravé, selon vos mots quasiment, depuis 2017. Encore une fois, qu'est-ce qui motive, selon vous, le fait que ça s'aggrave pendant ce quinquennat? Pourquoi Emmanuel Macron choisit-il ces hommes et ces femmes, au-delà du profil que vous venez d'évoquer? Mais est-ce que c'est un état d'esprit? Est-ce que c'est parce qu'ils les jugent plus efficaces? Est-ce que c'est parce qu'ils sont en lien depuis longtemps et qu'ils ont les mêmes méthodes? Une volonté de diriger le pays à travers ça? Je pense qu'il y a à la fois un raisonnement politique pour M. Philippe, mais il y a aussi les amitiés, les anciennetés. Madame Pannier-Runacher, par exemple, qui a un poste pas très connu, mais qui est importante, qui est sous-ministre à l'industrie. Je dis sous-ministre, le terme n'est pas bien, mais secrétaire d'État. Elle était avec lui à l'ENA, enfin en tout cas à l'inspection des finances. Et beaucoup sont des anciens de l'ENA qu'il a connus. Et M. Philippe a embauché aussi des gens qu'il a connu à l'ENA, ou plutôt en ce qui le concerne au Conseil d'État. Autrement dit, pour la première fois dans l'histoire de la République, les trois élites ont fusionné. Les élites économiques, les élites politiques et les élites administratives. Ces personnages à la tête de l'État appartiennent aux trois. Il n'y a plus de contre-pouvoir entre ces trois élites. D'où la perméabilité, d'où l'importance et l'urgence de moraliser et de mettre des murs. On va en reparler justement. Très étanches. Je voudrais vous demander quelle est l'ampleur exacte de ce phénomène, si on peut l'appeler comme ça. Est-ce qu'il s'agit de quelques personnalités, bien sûr extrêmement bien placées, ou est-ce que c'est un mouvement d'ampleur au-delà du haut de l'iceberg qui est très étendu aujourd'hui? Je vais vous donner des exemples qui sont proprement hallucinant, mais pas que pour moi, pour des députés de droite comme de gauche. Vous avez le secrétaire général du Conseil constitutionnel, un conseiller d'État, donc celui qui était la cheville ouvrière de la plus haute instance juridique de l'État, qui est passé du jour au lendemain numéro 3 de Carrefour, secrétaire général de Carrefour, c'est-à-dire le lobbyiste de Carrefour, de son ami de promotion de l'ENA, M. Bompard. Vous avez le cas de ce patron des banques à Bercy, chargé de la régulation de Bercy, des banques à Bercy, pardon. Donc, il voit les banquiers tous les jours pour leur expliquer, leur discuter avec eux de la régulation. Le lendemain, il est embauché par la banque Lazare, dans une banque d'affaires, en plus chargé de la fusion des banques. Autrement dit, le lendemain, il voit ces mêmes banquiers pour négocier avec eux des deals. Ça, ce n'est jamais arrivé dans l'histoire. Et ce sont des banquiers d'affaires qui m'ont dit « c'est hallucinant ». Et ça, c'est sous la présidence d'Emmanuel Macron. Ils se sont, m'ont-ils dit, lâchés. Alors, autour de ce plateau, je reviens vers vous, mais quel est le pire dans tout ce qu'on vient de voir? Ces fonctionnaires qui repartent avec le carnet d'adresses, que des multimillionnaires soient si nombreux présents au sein du gouvernement, que Emmanuel Macron ait nommé autant de personnes qui ont ce profil-là au sein de cet exécutif. Gérard, par exemple, vous retenez quoi particulièrement? Je retiens le fait que nous avons élu démocratiquement l'homme qui fait exactement ce que M. Jaubert vient de dire. Est-ce que vous voyez parmi nos téléspectateurs, ceux qui sont par exemple gilets jaunes ou ceux qui sont grévistes ou ceux qui ont un certain nombre de convictions qui ne sont pas très éloignées des miennes, vous voyez à quel point ce que dit M. Jaubert, qui n'est pas, c'est pas Radio Garde Rouge avec M. Jaubert, c'est un journaliste qui mène une enquête, qui, comme il le dit, n'a strictement rien contre le privé, ce qui est d'ailleurs exactement mon cas. Nous sommes aujourd'hui, c'est ça le pire, avec un homme, le président de la République, qui effectivement a complètement changé les règles du jeu.
Et lorsqu'il dit, je reprends la phrase de tout à l'heure, je voudrais que la France ressemble à une start-up, il est effectivement l'homme du privé. Vous savez qu'on s'interroge encore aujourd'hui sur les millions qu'il a gagnés peu de temps avant d'être président et qui ont mystérieusement disparu, certainement de façon totalement légale. C'était symbolique. Nous sommes actuellement gouvernés par, alors on a dit le président des riches, je trouve formidable votre expression, nous sommes gouvernés par le président des voraces, qui lui-même est un vorace. Alors Dominique, vous, ce qui vous choque ou ce que vous retenez de plus prégnant? Alors, je n'ai pas lu le livre, j'ai lu les extraits qui sont dans l'Obs de cette semaine. Je vous l'enverrai. Évidemment, voilà. Je pense que vous l'envoyez. Je ne peux avoir qu'un avis assez général pour l'instant. Bon, tout n'est pas complètement nouveau. On se souvient de Georges Pompidou qui était passé par la Banque Rothschild. C'est le seul. Avant, c'est le seul. Dans les années 70, donc c'est très loin, mais ce n'est pas complètement nouveau. La question que je me pose, c'est, moi je ne suis pas particulièrement choqué par le fait d'avoir une partie de vie dans le secteur public et une partie de vie dans le secteur privé, parce que les vies professionnelles sont longues et on a suffisamment dit, et il me semble que les Français le pensent en partie, qu'avoir des professionnels de la politique qui sont là pour des dizaines d'années, ça n'est pas forcément le plus efficace. On ne va pas citer tout de suite de nom là maintenant, mais on voit des responsables politiques qui étaient ministres il y a 20-30 ans, qui pensent peut-être à avoir des ambitions présidentielles pour 2022. L'actualité la plus brûlante en fournit encore aujourd'hui l'illustration. Je ne suis pas choqué donc par ce point-là. La question, ce n'est pas le passage, c'est est-ce qu'il y a des preuves, et c'est celle-là qui m'intéresse, des preuves que ces passages-là posent des problèmes éthiques, déontologiques. Alors, peut-être la réponse de monsieur Jauvert. C'est plutôt dans le livre, il y en a, en gros, des renvois d'ascenseurs qui m'intéressent, mais j'imagine qu'elles sont dans votre livre. Il y en a certaines dans le livre à propos d'une ministre des collectivités territoriales, en même temps qu'Emmanuel Macron, quand il était ministre de François Hollande, qui est passé du jour au lendemain lobbyiste d'un grand de l'eau, donc dont les clients sont les collectivités locales, et qui n'a pas déclaré son activité. De qui parlez-vous pour que les... Madame Estelle Grelier, donc socialiste. Il y en a d'autres, il y a d'autres cas. Et puis, comme vous le savez, jusqu'à présent, la commission de déontologie, qui était censée filtrer, n'avait aucun moyen d'enquête. Donc on ne sait pas. On ne sait pas s'il y a eu des conflits. La France avait beaucoup progressé ces dernières années, quand même. Oui, c'est la question de la transparence. Je rappelle, on connaît les patrimoines, on messieurs, connaît les vies, je me permets de rappeler non, que la France part peut-être de loin, on le dit, et ça a encore été écrit, mais depuis 2010, effectivement, il y a eu 4 lois sur la transparence pour aider. Absolument. Mais donc, ça ne va pas assez vite, ça ne va pas assez loin. Il y a non, ça ne va pas assez loin du tout. En particulier en matière de lobbying, je ne suis pas le seul à le dire. La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique le dit, l'OCDE le dit. On a été encore targeté par l'OCDE, visé par l'OCDE en disant qu'on ne fait pas assez, loin de là, qu'on est un des pays les moins transparents en la matière. Prenez l'affaire de ce conseiller d'Emmanuel Macron quand il était ministre de l'économie, lorsqu'Emmanuel Macron a fait la vente d'Alstom à General Electric. Ce conseiller qui était impliqué d'une manière indirecte dans cette vente est devenu du jour au lendemain, le lobbyiste de General Electric, puis le patron de General Electric. Et il y a là, en effet, une enquête du parquet. Je vous propose d'écouter Emmanuel Macron, qui est régulièrement interpellé, en tout cas régulièrement. Il l'a été lors de son quinquennat, notamment lors du grand débat. Lui, le banquier donc de Rothschild, ça lui revient régulièrement. Regardez. Je ne fais pas partie de la vie politique depuis plusieurs années ou plusieurs décennies. Je suis là parce que j'ai travaillé, je l'ai voulu. Je suis devenu fonctionnaire, banquier. Certains ou certaines me l'ont parfois reproché. J'en ai conscience, mais j'en suis fier. Dans quel pays vit-on ? J'ai été, pendant un peu moins de 4 ans, banquier. J'ai beaucoup appris. Je peux dire à nos concitoyens que j'y ai appris des choses utiles. J'ai appris l'ouverture au monde, des techniques, la vie économique. J'en suis parti. J'ai quitté ce monde pour aller justement vers le service des Françaises et des Français. Devrais-je m'expliquer d'avoir eu un métier ? Devrais-je m'excuser d'avoir pendant 4 ans dignement justement pratiqué ce métier ? En aucun cas.
Et donc, ça, c'était pendant la campagne. La question lui a été posée, vous le voyez régulièrement. François, est-ce que c'est dévastateur, ça, au sein de l'opinion, cette image qui colle à la peau? Il y a deux choses. Et maintenant, qui est un peu appuyée par ces faits. Qu'il y ait des scandales sans nom, qui viennent de quoi? De ce que nous avons trois mondes, comme vous l'avez dit, administration, la politique et le privé. Et il faut qu'il y ait des passages. Il faut pour une raison simple, c'est que la politique, c'est des CDD. Qu'est-ce qu'on fait quand on est battu aux élections? Il faut bien se trouver quelque chose. Et il est sain, il est bon que la France ne soit pas uniquement gouvernée par des fonctionnaires. Et s'agissant de Macron et du fait qu'il a été banquier, il y a là quand même une chose extraordinaire, c'est qu'il a fait le contraire de ce que font les gens qui font en général le passage. Il gagnait, j'ai bien retenu, à peu près 1 million par mois comme banquier. Il doit en gagner combien? Moins de 15 000 par mois. 13 000 net. Pardon? 13 000 net. 13 000 net, alors qu'il gagnait 1 million. Et donc, et je ne sache pas qu'on l'accuse de s'être fait des combines pour se mettre de l'argent dans les poches. Donc, c'est l'exemple rarissime. Vous plaisantez, François, là. C'est un gag de fin d'émission. Cet homme n'a en rien changé. Il a les mêmes amis, il a exactement le même milieu. Il est venu au pouvoir porté par les voraces et il sert les voraces. Plein d'exemples de gens, plein ce livre, je peux vous en citer d'autres, qui ont fait les contrebandiers du secteur politique au secteur privé, etc., pour ramasser de l'argent, pour gagner beaucoup plus. Lui, reconnaissez-le, c'est difficile, mais reconnaissez-le quand même, il est passé de sa position de banquier à la position politique en perdant je ne sais pas combien... François, OK pour Macron, OK pour le président Macron. Donc, vous avez le Premier ministre. On fait le contraire. Pourquoi est-ce que le Premier ministre... Vincent vous répond. Expliquez-moi pourquoi... Non, vous ne pouvez pas l'expliquer d'ailleurs. Pourquoi le Premier ministre n'a toujours pas démissionné? Pourquoi est-il toujours conseiller d'État alors qu'il est Premier ministre et qu'il a été, avocat d'affaires? C'est un peu étrange. Pour reprendre ce que disait monsieur, je n'ai rien, encore une fois, comme le privé. Je n'ai rien contre le privé. Le privé dont on parle, c'est le privé d'intermédiaire entre l'État et les grandes entreprises. On parle d'avocats d'affaires et de banquiers d'affaires. On ne parle et de lobbyistes. Tous ces gens-là ne font que ça. S'ils font comme le nouveau commissaire français qui crée des richesses, personnellement, je trouve ça parfait, qu'on passe d'une activité à une autre sans problème, tout va bien. Le problème, c'est que ces gens-là monnaient l'État en étant banquier d'affaires. Non, mais c'est possible. Vous êtes d'accord avec moi? Enfin, non, mais j'attends les preuves dans chaque dossier. Non, mais c'est un fait. Alors, je peux vous en parler en tant que député européen. Il y a quelques années, il y avait eu quand même la polémique autour de Barroso, qui avait rejoint Goldman Sachs. Et donc, 2 ans après, ça n'a pas loupé. La commission d'éthique du Parlement européen s'est penchée sur le cas parce qu'il avait pris des rendez-vous dans des hôtels, d'ailleurs, pas du tout publics, avec certains commissaires qui étaient en poste. Donc, évidemment, en fait, le problème... Évidemment que les politiques ont toujours fréquenté les grands industriels, les grands patrons, mais la nuance, c'est que, en fait, ils viennent des mêmes écoles, ils ont le même mode de vie, en effet, ils se fréquentent. La question maintenant, c'est de savoir avec quelle trame ils fréquentent. Parce que le problème, c'est quand tous, avant, peut-être ce qu'on peut regretter du passé, c'est que des grands patrons industriels servaient encore une cause nationale. Et là, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que la force publique est peut-être là plus en train d'aider et d'éparpiller, de s'éparpiller dans des marchés privés et dans des marchés, en effet, comme vous dites, des métiers intermédiaires. Je vais vous poser une question assez basique, mais quand on a vu plusieurs cas là, dans le développement de Fanny, avec du cumul, beaucoup de cumul, de nombreuses fonctions pour certaines personnalités. Selon vous, le moteur, c'est simple comme question, c'est l'argent ou c'est le pouvoir? Lorsque M. Barouin, par exemple, donc le présidentiable, semble-t-il, de la droite, est à la fois président de l'AMF, de l'Association des maires de France, maire de Troyes, président de la communauté urbaine de Troyes, d'une part, et d'autre part, est avocat dans un grand cabinet à Paris, lobbyiste d'une grande banque d'affaires anglo-saxonne à Paris, et membre du conseil d'administration de 3 compagnies portuaires à Paris. Je me dis, mais je me trompe sans doute, que c'est plus en l'espèce pour l'argent que pour le pouvoir. Comment fait-il cet homme pour tout faire, pour tout cumuler?
Voilà, je m'interroge, je raconte, et je me dis surtout que peut-être qu'il faudrait prendre des lois. La Grande-Bretagne, on oblige les hauts fonctionnaires à démissionner lorsqu'ils rentrent en politique. Alors, ça changerait la France, notre pays. Cette simple loi changerait notre pays radicalement. Alors, je vais venir avec vous sur les pistes pour... selon vous, en tout cas les uns et les autres, essayer d'arranger la situation. Mais j'arrête sur ce vecteur pouvoir ou argent. Dominique, cette question, qu'est-ce qui est le moteur de ces attitudes et de ces cumuls selon vous? Je pense que d'une manière générale, dans le secteur public, c'est le pouvoir qui est le plus important. Sinon, les personnes seraient allées plutôt dans le secteur privé. Parce que les rémunérations, effectivement, vous les mentionnez, elles peuvent être importantes. En tout cas, c'est ce que j'ai lu dans l'extrait qui est publié par l'Obs. Mais c'est plutôt dans le privé qu'on gagne plus d'argent. Donc c'est le pouvoir qui est, à mon avis, le moteur. Alors qui est aussi un petit peu envie d'argent et de compléter, c'est tout à fait possible. Vous avez raison sur un point, je suis entièrement d'accord, sur le cumul de la fonction publique et de la fonction politique. La démission des corps serait logique. D'ailleurs, il me semble que Emmanuel Macron a démissionné, me semble-t-il, de la fonction publique, je crois. Enfin, oui, il a attendu d'entrer en campagne. Moi, ce qui m'intéresse... Monsieur le maire l'a fait tout de suite, l'a fait très tôt. Il y a un paradoxe qui est que je suis ces questions-là depuis assez longtemps et je n'ai jamais vu autant de chefs d'entreprise qui ne regrettent d'avoir aucun contact avec le président de la République. Sachez que le président d'EDF a rencontré pour la première fois, le président d'EDF, pour la première fois le président de la République en tête-à-tête lors de son renouvellement, c'est-à-dire 2 ans après l'élection du président. Il y a très peu de contacts. C'est une entreprise publique. Direct. C'est une entreprise publique. Alors comment vous l'expliquez ça, Monsieur Jauvert? Est-ce que vous l'avez constaté également et comment vous expliquez ce paradoxe? On peut pas voir un patron si c'est le qui vous dit, c'est quand même incroyable. Entre cette proximité que vous sans doute pour le décrivez président et cette distance décrite par les patrons. Sans doute pour le président de la République, pour l'entourage du président de la République et pour le gouvernement, que je sache, les rapports sont multiples. Et il serait intéressant qu'on les connaisse, qu'on sache qui voit qui, comme aujourd'hui on doit le faire à Bruxelles ou ailleurs. Simplement, le gouvernement s'y est opposé. S'y est opposé là pendant ce quinquennat. Pendant ce quinquennat et dans le précédent aussi. Les parlementaires avaient voté une loi sur le lobbying, imposant des règles très strictes, où il fallait inscrire le nom de la personne que l'on voyait et pourquoi. Le décret qui a été pris par M. Cazeneuve, juste avant qu'il pantoufle dans une banque d'affaires... C'était en mai 2017, donc. En mai 2017, juste avant, a retiré toutes ces règles-là. Et donc, on est dans le flou le plus complet. Autrement dit, les règles sont... On ne peut pas savoir comment se fait le lobbying. On a demandé à l'équipe Macron de changer, des députés de droite comme des députés de gauche, et ils n'ont pas voulu. Pourquoi? Alors, justement, je m'arrête sur mai 2017. Bernard Cazeneuve, si je comprends bien dans votre livre, vous sous-entendez que lui, Premier ministre, à ce moment-là, voilà, vous vous posez des questions sur le fait qu'il ait revu cette loi parce que lui-même devenait avocat quelques semaines plus tard. En tout cas, le cabinet où il est entré faisait du lobbying aussi, comme beaucoup de cabinets d'avocats d'affaires, juste avant ou pendant, c'est pas très clair. Et lui-même a signé un décret qui, de fait, retire les avocats d'affaires, c'est un peu technique, mais du secteur du lobbying, ce qui fait qu'ils n'ont plus à déclarer leur rencontre. Ils n'ont pas à déclarer leur rencontre, et juste après, il est allé dans un grand cabinet. Je ne dis pas qu'il l'a fait pour ça, qu'il a été embauché pour ça, je me pose des questions, et je pense que ce serait bien que quelqu'un enquête. Gérard. Très souvent, lorsqu'on parle de Trump, on signale à propos des États-Unis que Trump est un milliardaire et que dans son gouvernement, il y a plein de milliardaires, et ça nous choque. Est-ce que vous avez entendu ce que M. Jauvert a dit, c'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui avec un gouvernement, n'exagérons pas, de millionnaires. Et permettez-moi juste, puisqu'on est en fin d'émission, de dire que donc, de tout ce qu'on vient d'écouter de M. Jauvert, il y a encore des gens pour avoir évoqué ici ou ailleurs que les gars de la SNCF ou ceux de la RATP, c'était des privilégiés. Il y a un moment donné où on se dit que l'expression française « toute honte but », c'est peut-être pas mal, effectivement, de lire le livre de M. Jauvert pour se rendre compte qu'elle est parfois bien employée. Il faut faire de l'histoire. Il y avait, sous l'Ancien Régime, des privilégiés qui étaient dans la misère et des bourgeois qui étaient dans l'opulence. Vous voyez, le bourgeois gentilhomme. Donc, un privilège, ça n'est pas de l'argent. D'accord. Pas de l'argent, c'est des droits. Bon. Mais je pense que si l'on pouvait... Second Empire. Pensez plus au Second Empire. Si vous verrez des corrélations.
cesser de faciliter comme ça le passage de la politique à l'avocat d'affaires. Moi, je ne sais pas comment ça se fait, mais tous les politiques peuvent à tout moment, maintenant je suis avocat d'affaires. Alors vous comprenez, être avocat d'affaires, si on a été ministre, c'est vraiment pousse au crime. Là, il a dans son carnet tous les gens qu'il connaît. Ah non, il ne faut pas qu'il les appelle. Bien sûr qu'on est dans le trafic d'influence. Donc je pense qu'il n'est pas normal qu'on sorte de la vie politique et tout de suite, on se retrouve avocat d'affaires. Et là, il faut des règles plus strictes. C'est une loi de 93. Il suffit de la supprimer, qui permet... C'est en 93, oui. C'est une loi de 93. Elle permet quoi, cette qui permet aux anciens ministres, aux députés, à certains députés, surtout aux hauts fonctionnaires et à certains hauts fonctionnaires de devenir avocat directement. Moi, ça me frappe le plus en suivant. Donc il suffirait de revenir en arrière et on aurait supprimé en tout cas la case avocat d'affaires. On n'aurait pas supprimé la case banquier d'affaires ni la case lobbyiste, mais ce serait bien déjà. Dominique. Ce qui me frappe le plus, c'est moins les passages du privé au public ou l'inverse, c'est l'endogamie du système. C'est qui a ses chances pour arriver dans le système économique, politique, et on a l'impression que les grands corps publics, notamment les grands corps de l'État, passés par telle école, tel corps, ont une puissance absolument considérable, et il y a des renvois d'ascenseur, il n'y a aucun doute là-dessus. J'imagine que dans votre livre, vous en parlez beaucoup. Attention, encore une fois, quelles sont les preuves qu'on a sous les yeux, et on lira évidemment votre livre avec un intérêt, c'est pour dire, là, il y a eu, dans telle opération, tel renvoi d'ascenseur, tel renvoi. La suspicion, a priori, par la position des uns et des autres, peut être plus une coïncidence que... ça peut l'être. Je pense que le livre, en fait, crée un faisceau d'indices. Mais de toute façon, même les règlements sont faits de manière à ce que ça reste flou, parce que finalement, ça les arrange bien aussi. Jusqu'à la fin de mes jours, je serais heureux d'avoir rencontré Dominique Seux, parce que parfois je pense avoir des œillères, mais une cécité comme la vôtre, ça m'émerveille. Est-ce que vous ne savez pas simplement ce fait-là, qui n'est pas dans le livre spécialement de M. Jauvert, que ceux qui ont donné de l'argent à M. Macron pour qu'il fasse sa campagne, puisqu'il partait sans trésor de guerre, que ces donateurs sont qui? Sont exactement ceux dont nous parlons. C'est eux qui ont fait effectivement les millions, pour le coup, peut-être même les dizaines de millions qui ont permis à Macron de se présenter à la présidence de la République. Donc ne me dites pas qu'on ne sait pas. Savez-vous que les dons sont plafonnés à 7 500 €? Vous pensez que vous avez une influence multipliée par peut-être, je ne sais pas. On peut avoir peut-être, mais ils sont femmes, les enfants, les copains. Attendez, Monsieur Jauvert, vous les dites enfants, les copains, les 2 années qui sont différentes, enfin, on a déjà eu 1000 preuves là-dessus. Vous pensez que vous avez une influence sur la politique de la France avec un don de 7 500 €? Franchement, vous êtes un peu naïf. Faites attention, c'est que les meilleures dispositions ont des effets pervers extraordinaires. Je prends un exemple. Il est très mauvais, à mon avis, que tous les gens du Conseil d'État, que tous les gens de l'Inspection générale de l'éducation nationale soient des fonctionnaires de ces entreprises. On a décidé qu'on pouvait engager au tour extérieur des gens pour la Cour des comptes, de l'Inspection générale, de l'Éducation nationale, etc., au tour extérieur, c'est-à-dire des décisions du gouvernement. On prend monsieur un tel et on le nomme à ces postes prestigieux et en général bien rémunérés. Et c'est une très bonne chose. Simplement, on a vu qu'avec le favoritisme, et vous citez des exemples, il y a des catastrophes, vraiment, ça sert à mettre les copains à la place au lieu de vivifier ces... Ça sert à mettre, par exemple, M. Boudin, que lorsqu'il avait perdu la mairie de Toulouse, on ne sait pas qu'il est à la fois maire de Toulouse et membre du CGFI, c'est-à-dire d'un corps de Bercy, à 8 ou 9 000 € par mois. Alors, autre question, c'est dans quelle mesure ce système que vous décrivez conditionne la politique qui est menée au quotidien pour les Français? Ça, c'est une question très difficile de débattre avec M. Seux. Je suis sûr qu'il aurait plus d'idées que moi. Écoutez, on peut voir l'affaire de l'aéroport de Paris. La privatisation, c'est quand même un raisonnement de banquier, banquier d'affaires, ce n'est pas un raisonnement d'entrepreneur. Je ne vois pas de grande création d'idées, de grande création d'entreprises imaginées par ce groupe-là. On voit des groupes on voit des gens qui raisonnent en banquier d'affaires. On voit l'affaire encore une fois, de la vente d'Alstom, qui a permis
aux amis indirects, au groupe d'Emmanuel Macron et d'Édouard Philippe, on oublie Édouard Philippe dans cette histoire, d'empocher aux alentours de 250 millions d'honoraires de banquiers d'affaires et d'avocats d'affaires. C'est pas moi qui le dis, c'est M. Marleix, son député LR. C'est colossal. Ça va être les derniers mots, Dominique. Édouard Philippe, donc, qui a été le lobbyiste d'Areva. Et avocat d'affaires. Et avocat d'affaires. C'est ce gouvernement qui va fermer la première centrale nucléaire pour la première fois dans l'histoire depuis 1950. Donc, bon, peut-être, mais je vois pas. Ça va être les derniers mots. D'évidence, le fait que Édouard Philippe, ancien d'Areva, ferme une centrale nucléaire. Bon, et alors, ça devrait. Les derniers mots pour M. Jauvert, Dominique. 250 millions pour la vente. Mais la vente de quoi? Si critiqué d'Alstom à General Electric. 250 millions aux avocats d'affaires et aux banquiers d'affaires. Ce n'était jamais arrivé. Et en plus, la personne qui a été nommée proche d'Emmanuel Macron aujourd'hui fait l'objet d'une enquête du parquet national. Il faut des enquêtes. Il faudrait. Je suis sûr que les Échos cherchent des preuves. Il faut les chercher, il faut les trouver, parce que M. Emmanuel Macron, comme vous le savez, maintenant interdit, poursuit les journalistes. Vous le savez bien mieux que moi. Il y a eu le livre passionnant de l'ancien cadre d'Alstom. On poursuit les journalistes tout de même pour la recherche de genre de preuves au sein de l'État aujourd'hui. Jauvert, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous. Le titre de votre livre, donc, Les Voraces, qui suscite beaucoup de débats. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à tous pour cette soirée.